Aujourd'hui, nous allons plonger dans une période fascinante de la préhistoire de notre espèce. Une époque qui a bouleversé le destin de l'humanité en Europe et dans le reste du monde. Il y a environ 21 000 ans, la Terre entrait dans l'un des chapitres les plus glaciaux de son histoire, le dernier maximum glaciaire. Le climat s'y brusquement refroidit, transformant d'immenses régions en désert de glace. C'était le moment le plus glacial d'une période déjà froide, le dernier âge de glace. Nous allons découvrir ensemble cette incroyable histoire de survie. À quoi ressemblait l'Europe lorsque d'immenses glaciers recouvraient la moitié de l'Eurasie avec des températures hivernales de moins 30 degrés? Qui étaient ces chasseurs-cueilleurs qui ont bravé un froid extrême et comment ont-ils réussi l'exploit de survivre avec des ressources si rares et un froid si intense? Face à l'avancée des glaces, où nos ancêtres ont-ils trouvé refuge et quelles migrations ont-ils entreprises pour échapper à l'extinction? Quel héritage génétique surprenant ces survivants de l'ère glaciaire ont-ils laissé dans l'ADN des Européens d'aujourd'hui? Et si une part de leur incroyable adaptation au climat hostile de l'Europe venait d'un métissage crucial avec leurs cousins les Néandertaliens? Le dernier maximum glaciaire, ou LGM, désigne la période située entre moins 26 500 et moins 19 000 ans. Les calottes glaciaires atteignaient leur extension maximale. En Europe, le nord est recouvert d'une épaisse couche de glace, tandis que le sud devient le seul refuge habitable. Le climat est sec, froid et les ressources sont limitées. Imaginez un instant, la moitié de l'Eurasie, ainsi qu'une grande partie de l'Amérique du Nord, était enfouie sous plusieurs kilomètres de glace. À perte de vue, on voyait que des paysages figés, silencieux, inhospitaliers où survivre relevait de l'exploit. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, les déserts chauds, eux aussi, s'étendaient. Le Sahara, par exemple, était 3 fois plus vaste qu'aujourd'hui. Résultat, la surface réellement habitable de notre planète avait été réduite de moitié. Le niveau de la mer, lui, avait chuté de 130 mètres. Et certaines terres aujourd'hui englouties étaient alors immergées. Mais comment les humains ont-ils survécu à de telles conditions? Quelles adaptations leur ont permis de résister au froid extrême? Et que nous révèle aujourd'hui la génétique sur leur histoire? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et si vous êtes européen depuis plusieurs générations, il y a de fortes chances qu'une partie de votre ADN vienne justement des survivants de cette époque glaciaire. Ce qu'on va explorer ici, c'est peut-être l'histoire de survie d'un de vos lointains ancêtres. Mais pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, on ne va pas se limiter au dernier maximum glaciaire vers moins 26 000 ans. On va remonter encore plus loin jusqu'au tout début de la dernière période glaciaire, il y a environ moins 115 000 ans. L'Europe, il y a moins 115 000 à 175 000 ans. Entre 115 000 et 75 000 ans, les températures étaient relativement froides, mais pas encore glaciales. Le climat est relativement sec avec un certain degré d'humidité. Bref, ce n'était pas encore tout à fait l'image qu'on a d'une période glaciaire, même si ça commence de plus en plus à y ressembler. Pendant cette période, seuls nos cousins humains néandertaliens vivaient en Europe. L'homme de Néandertal profite de ce climat relativement clément pour s'épanouir et conquérir les territoires plus au nord. L'Homo sapiens n'a pas encore atteint l'Europe. Les Européens autochtones, à une période aussi reculée, ne sont pas nos ancêtres sapiens, mais plutôt nos cousins humains néandertaliens. C'étaient eux les vrais Européens depuis toujours. Les sapiens, nos ancêtres, ne sont que des migrants qui sont arrivés en Europe bien plus tard, il y a seulement 47 000 à 45 000 ans. Notre cousin, l'homme de Néandertal, était très bien adapté au climat froid de l'Europe. Il a même traversé au cours de ces 400 000 ans d'existence plusieurs périodes glaciaires et interglaciaires. Les Néandertaliens ont vécu d'énormes fluctuations climatiques, des périodes plus douces, mais aussi des froids très intenses qui ont transformé une partie de l'Europe en calotte glaciaire. Entre moins 75 000 et moins 40 000 ans. À partir de moins 75 000 ans à 40 000 ans, que le climat commence à se gâter sérieusement, non seulement en Europe, mais aussi dans bien des parties du reste du monde. On est véritablement en pleine phase glaciaire avec des températures très froides,
mais surtout très sèche. Le territoire néandertalien se réduit fortement et se fragmente. Ils sont obligés de s'adapter, de descendre vers des zones refuges plus au sud à la recherche d'un climat plus clément. Ce cloisonnement géographique engendre moins de contacts avec les différentes populations néandertaliennes, moins d'échanges culturels et moins d'échanges génétiques. Cela a probablement grandement participé à la diminution de la variabilité génétique de nos cousins humains. C'est à cette époque, entre 70 000 et 60 000 ans avant notre ère, que nos ancêtres Homo sapiens quittent enfin leur berceau africain. Ils y vivaient depuis leur apparition il y a environ 300 000 ans dans un environnement chaud bien différent du climat rude qu'ils allaient découvrir plus au nord. En traversant le Moyen-Orient, ils tombent nez à nez avec une autre humanité, les Néandertaliens. Et c'est là, très probablement, que les premiers métissages ont lieu entre ces deux espèces humaines étonnamment proches sur le plan génétique. Aujourd'hui encore, tous les humains vivant en dehors d'Afrique subsaharienne portent en eux la trace de ce métissage. 1-2% de leur ADN viennent de Néandertal. Quand Homo sapiens arrive en Europe, il y a environ 47 000 ans, en passant par le Moyen-Orient et la mer Noire, ils découvrent un monde glacial déjà occupé par les Néandertaliens. Ces nouveaux venus portaient déjà dans leur ADN des fragments hérités de Néandertal. Un avantage qui pourrait bien avoir fait la différence pour survivre dans cet environnement hostile. Les plus anciennes preuves de leur présence sont retrouvées dans des sites comme Batchokyro en Bulgarie ou Zlatikon en République tchèque. Ils développent alors une nouvelle culture matérielle, l'Aurignancien, bien différente de celle des Néandertaliens. Par endroits, cette culture est précédée par le proto-Aurignancien, un stade de transition. Puis une autre culture prend le relais, le Gravicien, qui s'étendra sur presque toute l'Europe. Les analyses génétiques montrent que ces premiers sapiens européens étaient tous métissés avec les Néandertaliens. Parfois, l'hybridation remontait à seulement quelques générations. Ces rencontres ont laissé une empreinte durable jusque dans notre génome actuel. Ce métissage n'était donc pas juste anecdotique. Il a vraiment pu jouer un rôle important pour leur survie au climat rude de l'Europe. En se mélangeant avec les Néandertaliens, nos ancêtres ont hérité de certains de leurs gènes. Des gènes qui jouent un rôle crucial dans l'adaptation au froid. Ce précieux héritage génétique aurait permis aux premiers Homo sapiens de mieux supporter les conditions extrêmes de l'Europe glaciaire. Par exemple, on a identifié des gènes liés au métabolisme de graisse et de sucre. Un variant génétique retrouvé chez un Néandertalien de Sibérie, probablement utile pour résister au froid à l'époque, pourrait avoir aidé nos ancêtres à survivre. Mais aujourd'hui, ce même variant est associé au diabète de type 2 dans nos sociétés modernes. Un incroyable héritage de la préhistoire qui nous influence encore des milliers d'années plus tard. Entre moins 40 000 et moins 28 000 ans, la disparition de Néandertal. C'est une période charnière dans l'histoire du peuplement humain en Europe. Les Néandertaliens disparaissent à jamais de l'Eurasie pendant que les Homo sapiens s'installent durablement sur le continent. C'est aussi le moment où nos ancêtres se dispersent à travers toute l'Europe. Le climat, bien qu'encore froid comparé à aujourd'hui, est plus doux et plus humide qu'auparavant. On est dans une période interpléniglaciaire, au sein de la dernière grande ère glaciaire. Malgré ce réchauffement temporaire, le niveau de la mer reste très bas. Résultat, d'immenses terres immergées sont accessibles. Cela permet aux groupes humains de coloniser de nouveaux territoires, y compris des régions nordiques autrefois hostiles à toute forme de vie humaine. C'est une époque propice aux migrations. De nouvelles vagues de colonisateurs venus du Proche-Orient atteignent l'Europe. Entre moins 39 000 et moins 35 000 ans, une grande diversité culturelle émerge. Les conditions climatiques favorables encouragent les contacts, les échanges et même une certaine homogénéisation des cultures à travers le continent. Des groupes longtemps isolés se reconnectent, échangent des idées, mais aussi des gènes. Et vers moins 36 000 à moins 28 000 ans, une culture domine, l'Aurignancien. C'est l'âge d'or de cette culture. Une véritable explosion artistique se produit avec les premières grandes œuvres d'art pariétal. La grotte Chauvet, datée d'environ moins 35 000 ans, en est un témoin spectaculaire. Mais comme souvent dans l'histoire, l'élan est brutalement freiné. Vers moins 28 000 ans,
le climat bascule de nouveau. Le froid revient de plus en plus intense. On entre lentement, mais sûrement, dans l'une des périodes les plus glaciales des 200 000 dernières années. Entre moins 26 000 et moins 19 000 ans, le dernier maximum glaciaire. Mais que s'est-il passé pendant ce grand gel? Comment ces populations ont-elles survécu? Quelles traces ont-elles laissées dans notre génome? L'environnement en Europe et dans une grande partie du monde à cette époque était particulièrement sévère, c'est le moins qu'on puisse dire. Il régnait alors en Europe, comme c'est le cas aujourd'hui en Arctique, un climat très froid et donc très sec avec très peu de vapeur d'eau dans l'air. Or, qui dit peu de vapeur d'eau, dit peu de nuages, donc très peu de précipitations, que ce soit sous forme de pluie ou de neige. Cela a eu un impact direct sur la végétation. En France, par exemple, les arbres feuillus avaient quasiment disparu, remplacés par une tundra sèche. Entre 23 000 et 16 000 ans avant le présent, dans les vallées du sud de l'Europe, véritable refuge pour les derniers Homo sapiens, les températures moyennes étaient inférieures de 10 degrés à celles d'aujourd'hui. Les paysages français ressemblaient alors à ceux de l'actuelle Sibérie, avec des vents violents et des blizzards fréquents. C'était le deuxième changement climatique le plus brutal survenu au cours des 2 derniers millions d'années. Bien sûr, la faune a été également affectée. Il a suivi la végétation, migré vers le sud, mais surtout, ce n'est plus la même que celle qu'on avait l'habitude de chasser avant le dernier maximum glaciaire. Les humains d'Europe chassaient alors principalement du gros mammifère, le renne, le cheval, le bison, le cerf, le bouquetin, mais aussi le rhinocéros laineux, l'ours des cavernes et bien sûr le mammouth. Mais les immenses troupeaux de rennes ou de bisons, qui autrefois traversaient les vallées à des périodes précises, attendus en embuscade par les groupes humains, avaient quasiment disparu. Il ne restait plus que du gibier plus solitaire, moins abondant. La chasse était devenue bien plus difficile, moins rentable et extrêmement coûteuse en énergie. Chaque jour est une lutte pour la survie. Trouver de la nourriture, un abri, éviter le gel, c'est une sélection naturelle impitoyable. Pendant le dernier maximum glaciaire, les groupes humains d'Europe ont dû se replier dans des zones refuge principalement au sud du continent. Mais leur isolement s'est aggravé à cause d'un obstacle majeur, le glacier alpin. Ce gigantesque glacier, en pleine expansion, a bloqué la vallée du Rhône entre 28 000 et 13 500 ans avant notre ère. Résultat, les voies de passage ont été coupées. Les contacts entre populations, qu'elles soient culturelles ou génétiques, sont devenus impossibles. Ces petits groupes de chasseurs-cueilleurs se retrouvent alors isolés pendant des milliers d'années, confrontés à un froid extrême, à la rareté des ressources et à la solitude. C'est dans ce contexte brutal que s'est forgé une partie de l'héritage génétique des Européens d'aujourd'hui. Au départ, la diversité génétique des premiers sapiens européens était relativement élevée. Mais tout a basculé pendant le froid le plus extrême du dernier maximum glaciaire, entre 25 000 et 19 000 ans avant le présent. Dans ces conditions extrêmes, la population a chuté brutalement, surtout dans le nord de l'Europe. On parle alors d'un goulot d'étranglement démographique et d'une forte réduction du nombre d'individus capables de se reproduire et donc de la diversité génétique. Avant le grand froid du dernier maximum glaciaire, l'Europe était habitée par des chasseurs-cueilleurs appartenant à ce qu'on appelle la culture gravicienne. Cette culture a dominé le continent entre 29 000 et 22 000 ans avant le présent. On la reconnaît notamment à ces célèbres statuettes féminines, les Vénus, qu'on retrouve un peu partout en Europe, de la France à la Russie. Pendant longtemps, on pensait que les Graviciens formaient un groupe humain homogène. Mais une étude récente, publiée dans une revue scientifique de référence, remet complètement cette idée en question. Ce que les archéologues appelaient les Graviciens regroupaient en réalité des populations très différentes sur le plan génétique. Le premier groupe, c'est le groupe génétique Fornol. Le second, c'est le groupe Vistonates. Avant le pic glaciaire, ces deux groupes se partageaient l'Europe. Le groupe Fornol occupait le sud-ouest du continent, notamment la péninsule ibérique et le sud de la France.
Génétiquement, ils semblent descendre des chasseurs-cueilleurs aurignaciens, en particulier de ceux qui vivaient dans la région de la grotte de Gouillet en Belgique il y a 35 000 ans. Le groupe Vistonets, lui, était installé plus à l'est, en Italie, en République tchèque et en Autriche. Leurs ancêtres viennent encore de plus loin, de populations préhistoriques établies en Russie plusieurs millénaires auparavant. En résumé, deux populations d'origine très différentes, mais qui partageaient pourtant une même culture matérielle. C'est l'un des exemples où la culture ne reflète pas toujours l'origine génétique du groupe humain. Puis vient le grand froid, le dernier maximum glaciaire entre 26 000 et 19 000 ans avant aujourd'hui. Cette période marque un tournant. Les conditions deviennent si extrêmes que seuls quelques endroits d'Europe restent habitables. Et justement, cette étude confirme que deux zones ont servi de véritables refuges humains pendant près de 7000 ans. La péninsule ibérique et la péninsule italienne. Dans ces abris climatiques, les deux grands groupes humains de Graviciens, le groupe Fornol à l'ouest et le groupe Vistonets à l'est, ont survécu tant bien que mal. Mais après le grand froid, leurs destins prennent des chemins bien différents. Alors, que s'est-il vraiment passé à la fin du dernier maximum glaciaire? On l'a vu, seuls quelques groupes humains isolés dans des zones refuges au sud de l'Europe ont réussi à survivre à cette véritable catastrophe climatique. Comprendre cette période de transition est donc essentiel, car c'est à ce moment-là que se joue l'avenir du peuplement de l'Europe. Qui a survécu, où, et surtout comment ces survivants ont-ils pu redessiner la carte humaine du continent. À la fin du dernier maximum glaciaire, la population humaine était au plus bas. Il ne restait plus que très peu d'individus en âge de se reproduire. Ce goulot d'étranglement a provoqué un effondrement démographique massif et une forte baisse de la diversité génétique. Seules ces deux grandes populations ont réussi à traverser cette crise climatique. À l'ouest, en France, en Espagne, on retrouve les groupes qui donneront naissance à la culture magdalenienne. Le groupe Fornol, présent dans la péninsule ibérique, a été à l'origine de la culture solutrienne entre 23 000 et 19 000 ans, et puis plus tard, il a contribué à la culture magdalenienne. Ce qu'on observe, c'est une vraie continuité génétique dans cette région avant, pendant et après le dernier maximum glaciaire. À l'est, dans les Balkans, une autre population a survécu dans des conditions un peu moins extrêmes. Ce sont les porteurs de la culture épigravicienne. Ces deux groupes de populations humaines vont jouer un rôle central dans le repeuplement de l'Europe post-glaciaire. Par contre, le groupe Vistonets, réfugié dans la péninsule italienne et en Europe centrale, disparaît du paysage génétique autour de 17 000 ans. Il est remplacé par une toute nouvelle population venue du Proche-Orient depuis les Balkans. Dans le sud-est de l'Europe, ces groupes humains entreprennent une vaste migration vers l'ouest et le nord du continent. À partir d'environ 14 500 ans avant aujourd'hui, un grand changement s'opère. Le climat commence à se réchauffer. Les glaciers reculent, les paysages s'ouvrent, la nature reprend vie. Et avec ce réchauffement, les humains aussi se remettent en mouvement. Ce n'est pas juste une diffusion culturelle. L'ADN ancien nous montre qu'il s'agit bien d'un déplacement de populations entières. Ils emportent avec eux leur mode de vie, leurs outils et leurs gènes. Les données génétiques montrent un remplacement assez rapide des populations locales qui étaient là auparavant. En clair, une nouvelle vague humaine prend le relais. Ces nouveaux arrivants fondent ce qu'on appelle le groupe Villabruna, à l'origine de la culture épigravicienne qui va durer de 17 000 à 10 000 ans. Après le froid, ces groupes épigraviciens commencent à migrer à travers toute l'Europe. On retrouve leurs traces jusqu'en Espagne, mais aussi dans le nord du continent. Ils se métissent alors avec les descendants du groupe Fornol. De cette fusion naît un nouveau groupe génétique que les chercheurs appellent Gouillet Q2. Et vers 14 000 ans, une véritable fusion génétique se produit entre les groupes Villabruna et les Magdaléniens d'Europe occidentale. Cela donne naissance à une nouvelle population de chasseurs-cueilleurs, les fameux WHG, les chasseurs-cueilleurs ouest-européens, aussi appelés Oberkassel. Ce groupe s'étend très largement de la Grande-Bretagne à la Pologne.
et cette fois, on parle d'une population génétiquement homogène. Ce sont eux qui vont donner naissance aux chasseurs-cueilleurs du Mésolithique, ceux qui peupleront l'Europe pendant 10 millénaires. Les données génétiques révèlent un profil étonnant. Comme le montrent plusieurs analyses d'ADN fossiles, c'est à cette époque post-glaciaire, entre 19 000 et 17 000 ans, qu'apparaît en Europe une caractéristique génétique fascinante, les yeux bleus. La majorité de ces chasseurs-cueilleurs ouest-européens du Mésolithique avaient une peau foncée et des yeux bleus, donc plutôt du type africain qu'européen actuel. L'apparition des yeux bleus a précédé l'apparition de la couleur claire de la peau en Europe. Ces chasseurs-cueilleurs ouest-européens ont remplacé génétiquement en grande partie les Magdaléniens. L'empreinte génétique de CWHG est encore bien présente chez les populations européennes d'aujourd'hui. Jusqu'à 25% de leur génome est hérité de ces ancêtres post-glaciaires. À la même époque apparaissent les EHG, les chasseurs-cueilleurs est-européens, un autre groupe de chasseurs-cueilleurs avec un profil génétique bien distinct de leurs cousins de l'Ouest. Contrairement aux chasseurs-cueilleurs de l'Ouest de l'Europe, ceux de l'Est avaient la peau plus claire mais les yeux plus foncés. Génétiquement, ils descendaient principalement d'une très ancienne population appelée les anciens Nord-Eurasiens ou Han, un groupe humain qui vivait en Sibérie au nord de l'Eurasie pendant la dernière période glaciaire. Le territoire des chasseurs-cueilleurs est-européens s'étendait de la mer Baltique jusqu'à l'Oural, en passant par l'actuelle Ukraine. Mais il existait aussi une troisième lignée dans le nord de l'Europe, en Scandinavie. Ces populations, appelées SHG, pour chasseurs-cueilleurs scandinaviens, étaient en fait un mélange génétique entre les chasseurs-cueilleurs est-européens et les chasseurs-cueilleurs ouest-européens. Ce n'est qu'à partir de 8000 ans avant le présent qu'on commence à observer des mélanges à grande échelle entre l'Est et l'Ouest, peut-être sous l'effet de l'arrivée des premiers agriculteurs. Autour de 11 700 ans, le climat devient encore plus doux, plus stable. C'est le début de l'Holocène, notre époque climatique actuelle. Et là, un autre bouleversement se prépare. Au Moyen-Orient, dans le croissant fertile, une révolution est en marche. C'est l'arrivée de l'agriculture. Et bientôt, une nouvelle vague de migration va déferler sur l'Europe, celle des agriculteurs venus d'Anatolie. Mais ça, c'est une autre histoire. On en parlera dans une prochaine vidéo. Pour résumer, le dernier maximum glaciaire a vraiment été un filtre terrible qui a profondément remodelé le paysage génétique et culturel du continent européen. Mais il montre aussi les formidables capacités d'adaptation humaine. Ça nous rappelle à quel point les sociétés humaines ont toujours été très sensibles au changement de leur environnement. Et ça ouvre forcément une réflexion. Qu'est-ce que les changements climatiques actuels, qui sont eux très rapides et globaux, pourraient bien signifier pour nos sociétés et pour le devenir de la dernière espèce humaine, la nôtre? À bientôt sur la chaîne.